Madame, Monsieur, bienvenue à Téléglise. La Suisse a beau être un pays relativement prospère, avec une économie en bonne santé, cela n'empêche qu'il y a des personnes qui ont de la peine à nouer les deux bouts. Et un phénomène particulièrement inquiétant, c'est le surendettement. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Madame Fleur Beuret, vous êtes responsable du secteur social et dette au Centre social protestant Berne-Jura à Moutier et Bienne. Qu'entend-on par surendettement? Alors le surendettement, c'est en fait lorsque nos ressources financières ne nous permettent pas d'assumer toutes nos charges et en fait assez vite on se rend compte que différentes factures s'accumulent. Une image qu'on peut donner du surendettement, c'est souvent quand on voit des boîtes aux lettres de particuliers qui sont pleines, remplies de factures parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. On fait une distinction en fait entre l'endettement et le surendettement. L'endettement, en fait, en Suisse, on est tous en fait soumis à une sorte d'endettement. Le simple fait d'avoir un abonnement de téléphone, on fait des communications et on paye la facture à la fin du mois. Donc, du moment qu'on arrive à payer ces factures, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est quand on n'arrive plus à assumer nos différents engagements financiers. Et là, à ce moment-là, on parle de surendettement. Alors, on aura l'occasion d'aller dans les détails de ce que ça veut dire pratiquement et comment ce phénomène se développe. Romain Béglin, vous êtes assistant social au CSP à Bienne et à Moutier. Alors, j'ai parlé d'un phénomène inquiétant. Les CSP de toute la Suisse romande ont lancé une campagne pour informer, sensibiliser sur cette thématique. Pourquoi parler de ce sujet maintenant ? Alors, le choix du sujet, il relève certainement que les CSP ont toujours été très très attentifs à la précarité, et puis à cette thématique de la précarité, et puis que le surendettement amène la précarité amène au surendettement. Ça, c'est une corrélation qu'on voit dans notre pratique professionnelle. Et puis, certainement aussi, l'accent a été mis sur cette campagne afin de déstigmatiser, ou du moins de tenter de déstigmatiser un peu cette notion d'endettement et de surendettement. Ça fait peur, encore aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, nous aimerions nous tourner vers les personnes qui sont touchées, au fond, par cette problématique. Nous avons rencontré une personne qui est en contact avec vous au CSP, qui a voulu témoigner dans l'anonymat. Je vous propose de découvrir cet entretien mené par Nicolas Meyer et Bastien Beziger. J'ai un salaire net de 4 600 francs et une saisie de salaire de 1 970 francs. Donc, le solde est de 2006. Et sur les 2006, vous enlevez le loyer, l'électricité, plaque, les assurances, tout ce qui va, téléphone. Il vous reste même plus de 300 francs à la fin du mois pour vivre. Même 100 francs pour le mois qui reste pour faire uniquement la nourriture. Et d'autres factures ne sont pas payées encore. C'est dur parce que des moments, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Je travaille, je suis honnête, correct, j'essaye de faire au mieux. Et à des moments où vous vous retrouvez à la maison, il y a tout qui vous tombe dessus. Honnêtement, vous craquez ou lâchez des larmes, vous ne savez plus quoi faire. Du style, je veux me peindre ou je passe sous le train, qu'est-ce que je fais? Ça travaille, honnêtement. Pour arriver à 118 000 francs de dette, il a fallu 2 mariages, 2 divorces, des emprunts, crédit. Au deuxième mariage, il y a eu un enfant, il y avait aussi pension alimentaire et pension pour mon ex qui travaillait presque pas. Je devais payer une bonne somme de 1 600 francs pour mon ex et 600 francs pour l'enfant. Au bout d'un moment, plus de véhicule, plus rien. On s'enfonce et on empile des factures.
paye pas une assurance, on dit oh, on va payer plus tard, ou on décale d'un mois, puis après on enchaîne, puis ça continue quoi. Ben, les impôts, ben, je payais plus, c'était quand même des tranches, il fallait quand même vivre, sortir de temps en temps, sans montrer qu'il n'y avait pas beaucoup dans le porte-monnaie, un peu cacher notre situation. La boîte aux lettres, je la voyais comme une cheminée en feu quand je passais fin de journée devant. J'allais me brûler les doigts en ouvrant, trouver des factures ou des commandements payés ou des rendez-vous. Tout s'imagine de plein de choses quand on est à ce niveau-là. Donc, je regardais d'abord les pubs avant les factures pour changer de vue. Aujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles que la faillite personnelle soit acceptée avec tous les dossiers que j'ai donnés et que le CSP a préparés. Et je pense qu'on est sur la bonne voie où je puisse repartir, je ne vais pas dire à zéro, mais d'une bonne base, vivre un peu normalement. Flore Beuret, nous avons donc pu découvrir ce cas concret d'une personne anonyme. Est-ce que vous diriez que ce cas est typique et pourquoi ? Oui, alors il illustre bien les situations des personnes qu'on rencontre. Cette personne qui a témoigné a parlé de divorce. Donc on se rend compte justement que dans les parcours de vie des personnes, c'est souvent comme ça des ruptures, que ce soit des divorces, que ce soit la perte d'un emploi, une maladie. C'est souvent des ruptures de ce type-là qui amènent des problèmes financiers. Donc je dirais que oui, ça ressemble, enfin ça symbolise bien les situations qu'on rencontre. Et qui sont au fond les personnes qui se surendettent ? Est-ce qu'il y a un profil type, M. Béguelin ? Alors, c'est difficile de parler de profil type. Il n'y a actuellement pas de statistiques au niveau national, au niveau suisse, du thème du surendettement. Par contre, si on fait quand même un portrait robot des statistiques qui sortent de Dette Conseil suisse, dans une association dans laquelle nous faisons partie, nous sommes membres, organisation fêtière, il ressort que statistiquement, c'est majoritairement des hommes, environ 60% des personnes qu'on suit, donc que les services de désendettement de la région et de Suisse suivent. Donc 60% des hommes de nationalité suisse et entre 30 et 49 ans, avec un type de formation type CFC. Donc des personnes quand même formées, une première formation et puis voilà, qui travaillent. Alors au niveau des parcours, donc vous avez parlé des divorces comme étant un des facteurs, mais est-ce que là il y a des choses qui sont typiques au niveau des parcours de surendettement ? Alors en fait, effectivement, il y a différents facteurs qui amènent au surendettement. Donc il y a, comme on a dit, des ruptures dans les parcours de vie des personnes, mais il y a aussi des événements plus heureux comme la naissance d'un enfant ou la constitution d'un ménage qui peut aussi changer l'équilibre au niveau des charges mensuelles. Et il y a aussi des facteurs structurels. Ces temps, on entend beaucoup parler de l'augmentation des primes d'assurance maladie qui grignotent petit à petit le budget des ménages. Et aussi, il y a pas mal de personnes qui ont peu de ressources financières du fait de la faible rémunération de leur travail. Donc ça, c'est différents facteurs qui peuvent amener des situations à risque de surendettement. Et ensuite, il y a des facteurs qui sont plus personnels. C'est aussi comment les personnes vont anticiper les problèmes qu'elles vont rencontrer, comment elles vont réagir, quelle est leur compétence administrative et financière. Donc, il y a différents types de facteurs qui interviennent à différents niveaux qui font que voilà, tout cela imbriqué peut amener à des situations de surendettement. Mais quand vous dites la capacité de faire face à ces situations, qu'est-ce que je dois m'imaginer ? C'est des problèmes d'être formé, sensibilisé ? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins capable de faire face à ces situations-là ?
Je dirais qu'il faut déjà bien connaître le système suisse au niveau des prestations sociales auxquelles on a droit en cas de difficulté, savoir aussi à qui on peut s'adresser. Pas tout le monde est informé. C'est pour cela aussi que le CSP est très actif dans le domaine de la prévention. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est souvent aux personnes de demander certains droits. Et si elles ne le font pas, on ne va simplement pas leur octroyer les prestations auxquelles elles ont légalement le droit. Alors, il y a aussi un autre phénomène, en tout cas quand on est extérieur et qu'on ne connaît pas très bien, on a l'impression qu'il y a beaucoup de tentations aussi de consommer, mais aussi des crédits à consommer, à consommation. Est-ce que ça, c'est un facteur, je dirais, dans les deux sens? Est-ce que c'est trop facile de s'endetter et est-ce que les gens ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens? Alors, c'est clair qu'on est dans une société de consommation, ça on ne peut pas le nier, il y a beaucoup de tentations un peu partout. Après, il convient de noter que dans notre pratique, ce qu'on peut observer, c'est que l'accès au crédit, à la consommation des personnes, la plupart du temps, c'est pour payer des dettes ou des factures ou des choses comme ça. Après, évidemment, on pense souvent au leasing, c'est un sujet qui ressort souvent de manière, en termes de représentation sociale. Quand on discute d'endettement, de surendettement, c'est ah oui, mais bon, ces jeunes qui font des leasings. Et puis, en réalité, ce n'est pas forcément ça qu'on remarque le plus. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui sont endettées ou voire surendettées et qui ont des leasings, mais ça ne constitue pas forcément l'unique facteur. Donc, c'est clair que, comme Flore Burre expliquait tout à l'heure, c'est vraiment une multitude de facteurs, de multiples facteurs qui font qu'on arrive dans cette spirale du surendettement. Et cette accusation qu'on entend quand même souvent que les gens vivent au-dessus de leurs moyens, c'est votre expérience? Non, alors pas du tout. Alors, ça représente une petite partie, mais je dirais pas qui vivent au-dessus de leurs moyens, mais justement qui n'ont peut-être pas ces compétences financières. Mais la majorité des personnes qu'on rencontre, c'est vraiment des personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur parcours, qui ont essayé de faire face. Et comme disait mon collègue, la raison pour laquelle elles ont contracté des crédits, c'est pour essayer de continuer d'assumer leurs charges financières et d'honorer leurs engagements. Mais par contre, c'est peut-être ce manque d'anticipation de se dire mais est-ce que demain, par contre, j'arriverai à rembourser le crédit? Et en fait, on se rend compte que c'est souvent pas le cas. Et c'est à ce moment-là que les personnes tombent dans ces situations de surendettement. Je vous ai bien compris tout à l'heure, il n'y a pas de statistiques officielles suisses sur la question du surendettement, mais il y a des statistiques au niveau de votre organisation fêtière. C'est bien ça. Au fond, est-ce qu'à ce niveau-là, on a des chiffres? Donc vous avez donné quelques éléments en termes de moyenne, enfin qui s'endette, mais en termes de chiffres absolus, combien de personnes, on parle de combien de personnes au fond? Alors l'Office fédéral de la statistique avait établi un chiffre en 2013, ça c'est les dernières données disponibles, qui disait que 4 personnes sur 10 avaient une dette de type crédit, carte de crédit, découvert bancaire. Donc ça c'est vraiment la statistique officielle qu'on utilise actuellement. Mais ça ne dit encore pas grand-chose sur le surendettement, si je comprends bien. Non, justement, il y a quand même un flou. Nos services d'assainissement se demandent parfois si on a vraiment la volonté de démontrer la situation de surendettement en Suisse pour pouvoir trouver des solutions. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de statistiques officielles globales pour toute la Suisse. J'aurais encore bien voulu vous entendre sur, au fond, que vivent ces gens, je dirais un petit peu plus à un niveau psychologique, émotionnel. C'était touchant d'entendre cette personne qui dit il y a des jours, je ne sais pas si je veux me pendre ou me jeter sous une voiture. C'est des choses que vous rencontrez dans votre quotidien? Alors c'est clair que les personnes qui sont confrontées à ce surendettement et notamment les saisies de salaire, donc qui sont au minimum vital de manière à moyen, voire long terme, voire parfois très long terme, c'est le cas du monsieur qu'on découvre dans le reportage. C'est extrêmement compliqué parce qu'il parle effectivement un petit peu d'isolement social et puis il évoquait avec moi cette sensation de culpabilité, de honte quand il se faisait inviter par exemple. Voilà, il donne un exemple, est-ce que tu viens à Paléo?
non, non, il n'y a rien qui m'intéresse. Puis, est-ce qu'il va faire un apéro, etc. Et puis, il faut quand même sortir un moment le porte-monnaie. Et puis, c'est que ça a un coût assez élevé pour lui à terme. Donc c'est aussi une situation qu'on cache, au fond. C'est une situation qu'on cache, effectivement. Et puis, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas simplement de familles aussi qui sont confrontées à cette situation, où ça se répercute déjà dans le couple, où là, ça peut créer des tensions et des fragilités émotionnelles. Et puis, il y a des enfants aussi qui sont dans ces foyers. Et vivre avec le minimum vital ne permet pas d'offrir à sa famille, à son enfant en l'occurrence, tout ce qu'on aimerait lui offrir, que ce soit en termes de cours, de formation même plus tard, etc. Oui. C'est vrai que le système des poursuites, avec ce calcul du minimum vital, risque en fait d'enchaîner à vie les personnes au minimum vital, parce qu'en fait ce calcul du minimum vital ne tient pas compte des impôts courants. Et en fait, les impôts sont calculés sur la base du revenu sans saisie de salaire. Donc en fait, souvent les personnes n'arrivent plus à assumer, une fois qu'elles ont des saisies de salaire, n'arrivent plus à assumer le paiement des impôts. Et en fait, c'est les impôts qui viennent sans cesse réalimenter des nouvelles poursuites. Donc c'est la problématique actuelle, c'est que c'est extrêmement difficile, une fois qu'on a des saisies de salaire, de sortir de cette spirale du surendettement. Alors là, techniquement, j'étais quand même surpris d'entendre qu'il existe une mise en faillite en tant que personne. C'est possible de se mettre en faillite à titre personnel. Oui, alors c'est une solution parmi d'autres qu'on propose justement dans les possibilités d'assainissement de dette. Seulement, cette solution de faillite personnelle n'est pas idéale car elle ne permet pas d'effacer les dettes. Ça veut dire que les dettes sont gelées, en fait, elles deviennent des actes de défaut de biens et le créancier peut à tout moment la réactiver. Et c'est en fait au débiteur de s'opposer en prouvant que sa situation ne lui permet toujours pas de rembourser ses dettes. C'est aussi une solution qui est très coûteuse. En général, c'est une démarche qui demande une avance de frais d'environ 5 000 francs, voire plus aussi selon le montant des dettes. Et donc, c'est vraiment, les dettes sont quand même toujours là. Donc, la personne doit toujours être attentive. Si elle reçoit des documents de l'Office des poursuites, des commandements de payer, elle doit toujours faire part de sa situation. Et c'est au fond là, si j'ose dire, que vous intervenez en tant que CSP. Au fond, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous êtes assistant social. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rebondir par rapport à la faillite personnelle, c'est vrai qu'on en fait assez peu dans notre exercice, dans notre pratique. Là, en l'occurrence, dans la situation de monsieur, c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments s'y prêtaient. Ça veut dire que c'est une personne qui est plutôt en fait de carrière, sans vouloir le vexer. Et puis, il a un montant de dette, je crois qu'il l'évoque, environ 120 000 francs, 118 000 francs. Et puis, simplement, il n'y a aucun plan de désendettement qui est viable. Donc, monsieur travaille, n'a jamais cessé de travailler. Et en payant ses factures et ses charges courantes, il pouvait simplement... Il n'y avait pas de suite. Et ça fait de nombreuses années qu'il vit avec une saisie de salaire, donc au minimum vital. Et puis ça devenait une situation intenable. Et il était très, très anxieux pour la suite et pour sa retraite aussi. Et puis pouvoir une fois à nouveau souffler un petit peu. Et puis quand on dit souffler, c'est pas tout de suite parce que là il doit être très très vigilant par rapport à son budget. Puis le travail continue avec le CSP. Par rapport à votre question, c'est vrai que dans un premier temps, quand on reçoit des personnes, l'idée c'est de pouvoir déjà les accueillir. Ils peuvent enfin parler à quelqu'un qui ne va pas les juger parce qu'on est des professionnels, c'est notre boulot. Et puis de pouvoir évoquer ce sujet-là qui, dans la société, c'est difficile. Au Café du Coin, on en cause difficilement j'ai 200 000 francs de dette et toi, comment ça va ? C'est compliqué, c'est très stigmatisant. Donc la première étape, c'est ça. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir éclaircir un peu cette situation, de dégrossir aussi. Puis une des premières étapes, c'est ne serait-ce qu'ouvrir le courrier avec eux. Parce que souvent, là, il en parle, tu l'évoquais aussi, la phobie de la boîte aux lettres, elle existe réellement. Puis c'est vrai que c'est assez stupéfiant, pas assez triste, parce que ça provoque des réelles angoisses chez certains de nos clients. Et puis de pouvoir d'ouvrir ensemble, ils amènent leur paquet, ils déposent ce courrier. C'est déjà une première étape assez importante. Le fait même qu'ils prennent leur téléphone et qu'ils prennent contact avec nous, c'est déjà une immense étape.
Après, là, tout un travail commence. Et puis, après, l'idée, c'est de pouvoir stabiliser un budget. Ça veut dire que, en fonction de leurs revenus et de leurs charges, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles dettes. C'est toujours le premier projet. Et puis, en fonction des capacités financières, essayer de faire un rachat de dette jusqu'à 36 mois, si possible. C'est vrai qu'en tant que travailleurs sociaux, bien sûr, on a ces compétences financières, on a des formations spécialisées en gestion de dette, désendettement, mais par contre, on met vraiment l'accent sur le mieux-être de la personne, pas seulement économique, mais aussi au niveau individuel, aussi au niveau des soins. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se privent de soins, donc qu'elles puissent de nouveau accéder à des soins médicaux, qu'elles puissent se réinsérer aussi socialement, avoir un meilleur regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Donc il y a vraiment tout un accompagnement d'écoute et de soutien qui se fait en parallèle de ces compétences un peu plus techniques liées au surendettement. Alors ça, c'est, je dirais, l'accompagnement que vous pouvez donner en tant que centre social protestant à ces personnes. Est-ce que pour améliorer leur situation, vous voyez aussi des adaptations qu'il faudrait amener dans, je dirais, le cadre juridique des lois en Suisse ou du fonctionnement du système? Alors oui, je pense qu'il y a des lois déjà améliorées au niveau prévention pour éviter que les personnes tombent dans le surendettement. Il y a notamment la loi sur le crédit à la consommation qui devrait être améliorée pour que les banques soient mieux surveillées lorsqu'elles octroient des crédits. Actuellement, on remarque que les crédits sont octroyés trop facilement. Il y a aussi ce problème au niveau des poursuites avec ces impôts qui ne sont pas comptés dans le calcul du minimum vital. Donc, il fait que ces personnes se trouvent justement dans cette spirale du surendettement. Et puis, il y a aussi toutes les prestations sociales en amont qui peuvent être améliorées justement pour les familles monoparentales à faible revenu, pour qu'elles puissent justement juste faire face à leurs charges mensuelles sans excès, pouvoir assumer la garde de leurs enfants, assumer le paiement des pensions alimentaires, etc. Donc, pour moi, je pense qu'il y a il faut vraiment un meilleur soutien déjà en amont pour éviter que les personnes tombent dans ces situations. Et ensuite, on a parlé de la motion ECHE tout à l'heure. Donc, cette motion donne beaucoup d'espoir pour permettre aux personnes à faible revenu de quand même avoir des solutions de désendettement. Parce qu'actuellement, c'est ces personnes-là pour lesquelles on ne peut pas proposer de désendettement. Et parfois, la faillite personnelle n'est pas non plus adaptée pour ces personnes. Donc là, actuellement, le mandat est donné au Conseil fédéral de faire des nouvelles propositions d'assainissement de dette. Et là, on a beaucoup d'attentes par rapport à ça. D'accord. On a parlé au fond de ce que vous pouviez faire en tant que CSP quand des personnes viennent dans une situation de surendettement. Le CSP, vous êtes aussi engagé sur des questions de prévention. On a parlé de prévention au niveau, je dirais, juridique, légal, dans le cadre. Mais vous, en tant que CSP, vous pouvez faire quelque chose? Alors, disons qu'on est déjà actif. Alors, on pourrait faire plus. Après, c'est une histoire de ressources. On est déjà actif dans les CEF, donc dans les centres de formation professionnelle de la région, où on fait des séances, donc c'est généralement des demi-journées de séances de prévention, donc c'est des ateliers budget qu'on appelle les ficelles du budget. C'est un atelier qui a été développé par le Centre social protestant Vaud, sauf erreur. Les 4 CSP. C'est les 4 CSP, ok, oui, pardon. Donc par les 4 CSP. Et puis là, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir toucher une population de jeunes adultes, donc adolescents, jeunes adultes qui sont en formation, parfois en fin de formation, et qui vont, eux, toucher leur premier salaire, avec toutes les dotations que ça implique. Et puis l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir déjà de leur offrir une première conscientisation. Ce n'est pas un sujet très excitant pour un ado, mais on essaye de rendre ça un peu vivant. Et puis voilà, ils se rendent compte, donc on a des outils un peu pédagogiques comme ça, didactiques, et qu'il faut qu'ils se rendent compte un peu de qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils auront un salaire. Typiquement, on nomme des notions comme l'assurance maladie, beaucoup ne savent pas encore. Voilà, que l'assurance maladie est obligatoire, qu'il faut payer une prime, etc. Donc on part avec des basiques comme ça et on se fait connaître aussi, donc on fait connaître aussi le CSP, nos prestations par ce biais-là. Et puis parfois, et c'est le cas, on a des retours où
des personnes qu'on a rencontrées adolescents ou jeunes adultes, qu'on retrouve quelques années plus tard, qui pensent à nous quand ils ont une difficulté. Et puis là, on se dit qu'on fait du bon boulot. On arrive gentiment à la fin de notre discussion. Madame Beuret, donc les CSP, les 4 CSP ont axé leur campagne ce printemps sur cette question du surendettement. S'il y a un message qu'il faut garder, que nos téléspectateurs devraient garder, quel est ce message? Alors, déjà, justement, de déstigmatiser ces situations de surendettement, c'était aussi le message justement des 4 CSP, de démontrer que les personnes ont fait du mieux qu'elles peuvent, les personnes qui se trouvent dans cette situation de surendettement. Et vraiment, je trouve que quand on les rencontre, elles ont beaucoup de mérite. En fait, c'est des personnes qui ont rencontré différentes difficultés. Et je crois que ce coup de projecteur, c'était aussi pour pouvoir présenter différentes situations, des personnes qui étaient d'accord de témoigner de leur situation pour montrer vraiment à la population que ce n'est pas des personnes qui ont mal géré, mais c'est plutôt suite à des coups durs. Et pouvoir aussi montrer un état des lieux pour dire que c'est extrêmement difficile de sortir de ces situations de surendettement et que maintenant on a vraiment besoin de solutions pour permettre aux personnes de s'en sortir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir contribué à l'information du grand public en venant aujourd'hui. Merci à vous, Flore Beuret, et merci à vous, Romain Beglin. Et quant à vous, merci aussi de nous avoir suivis tout au long de ce magazine. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.